Lorsque l'on pense climat, écologie aujourd'hui, on y adosse presque automatiquement le mot transition. Transition écologique, transition climatique, suggérant que ce processus de transformation de nos économies sera graduel, qu'il se fera sans heurts, sans grande rupture. La transition calme la peur d'un grand effondrement du système économique. Chacun sait que le temps est compté, que sans arbitrage drastique dès aujourd'hui, le réchauffement excédera les 2 degrés supposés limiter les grands chambardements en termes de montée des eaux, de migration, etc. Face à cela, au pire, assiste-t-on au déni des dirigeants, et notamment avec Trump, de celui qui gouverne le pays qui émet le plus de CO2 derrière la Chine. Celui-ci en a encore fait la démonstration à Davos, fustigeant ouvertement les prophètes de malheur qui promettent l'apocalypse. Et puis, il y a les autres, plus ou moins actifs. Et ceux-là agissent au nom d'une doctrine inexprimée, implicite, qui mérite que l'on s'y arrête. La transformation du capitalisme se fera à travers le marché et elle s'opérera graduellement. Pour cela, il suffit 1. De mettre en place un système de prix via les taxes carbone qui modifie les comportements de consommation et d'investissement. 2. Le processus d'innovation réglera une partie du problème. Au fur et à mesure qu'une technologie est disqualifiée, car son coût carbone est prohibitif, grevant sa rentabilité, les investissements se porteront spontanément sur les process et technologies bas carbone de substitution. 3. Les marchés boursiers vont eux-mêmes intégrer graduellement dans les cours le risque de disqualification et de perte de rentabilité des secteurs émetteurs, accélérant le processus de redéploiement du capital. Au diapason de cette représentation, Larry Fink a récemment fait sensation. Le patron de BlackRock, leader mondial de la gestion d'actifs, a exprimé sa volonté de se désengager de l'industrie du charbon et son souhait que le reste de ses actifs soit aligné sur les accords de Paris. Selon cette vision, le capitalisme se réformerait de l'intérieur, par le marché, face au spectre d'un totalitarisme vert qui imposerait d'autorité de nouvelles pratiques et qui bute sur l'impossibilité d'une gouvernance mondiale coordonnée et pacifique de la transition, s'oppose la grande confiance dans la résilience du système capitaliste qui a toujours su internaliser par le passé les nouvelles contraintes, se réinventer et prospérer à travers ces contraintes. 1. Face à la gouvernance mondiale impossible, le système de prix est le seul outil efficace pour coordonner de façon invisible les initiatives privées. Et 2. La transition écologique ouvre un processus de destruction créatrice qui génère à terme un modèle de croissance verte. La contrainte sera convertie en opportunité. Bref, la transition sera douce, voire heureuse, et permet d'accéder à un nouveau palier de bien-être humain. Même à supposer que les objectifs climatiques soient atteints à terme, peut-on croire à cette version de la transition douce ? Le premier point d'achoppement, on le connaît. Le juste prix du carbone se heurte à 2 réalités très contrariantes. Premièrement, il est socialement problématique, pénalisant de façon insoutenable les bas revenus. Face à cela, dit-on, il suffit de mettre en place des chèques compensateurs pour amortir les effets anti-redistributifs des taxes. Néanmoins, 85% des émissions mondiales de gaz à effet de serre ne sont toujours pas tarifées à ce jour, et les 3/4 environ des 15% restants le sont à un prix inférieur à $10 la tonne, alors même que les experts préconisent entre 40 et 80 $ la tonne en 2020 et entre 50 et 100 $ en 2030. Autant dire que la bombe sociale écologique est loin d'être désamorcée et que le levier magique de conversion du capitalisme aux enjeux climatiques paraît tout simplement ni politiquement ni socialement mobilisable. Deuxièmement, il n'existe pas sur le marché de solutions de substitution dans de nombreux cas, permettant des comportements de substitution. Concernant l'automobile, par exemple, l'option électrique est coûteuse et n'offre ni une autonomie ni des infrastructures de soutien équivalentes à celles des véhicules essence. Sur ce champ précis, peut-être peut-on considérer que l'on est proche du but, mais il est clair que côté offre, l'industrie automobile se hâte de ne pas presser le pas, face à un bouleversement qui dynamite toute sa chaîne de valeur.
Et que dire du transport aérien? Que dire de l'industrie chimique, de l'agriculture, de l'agroalimentaire? Où sont les modèles de production alternatifs technologiquement mûrs? Comment espérer, dans ce contexte, pricer le carbone et éviter un choc de demande massif? Au-delà de ce problème, et plus déstabilisant encore, il y a la problématique des actifs potentiellement échoués de la transition écologique. Toutes ces immobilisations dans les industries productrices d'énergie fossile, mais aussi les compagnies aériennes, le transport maritime, l'automobile, le bâtiment. Atteindre les objectifs de Paris, cela signifie de déclasser massivement du capital installé. Je ne me hasarderai pas à chiffrer cette masse ici. Elle est considérable et incontestablement cela veut dire aussi un choc massif sur les capitalisations financières avec en ricochet un très fort risque sur les gestionnaires d'actifs et les fonds d'assurance et de retraite. On peut toujours croire que la magie du marché remplacera un pour un le capital détruit. Mais on le sait aussi, historiquement, quand il faut produire un effort massif d'investissement en peu de temps, avec un retour sur investissement à très long terme, ce sont les États qui sont en première ligne. Croire que le marché va tout résoudre est un pur fantasme. Il faut bien alors se l'avouer, il n'y aura pas de transition écologique sans désordre et sans violent krach financier. Si les prix ne font pas le job, c'est la crise qui le fera.